Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 3. L'affaire des gens des astres. Intérieure nuit, archives de la section d'enfer. QG de la Légion étrange. Étienne et moi sommes en train de décéder d'ennui. Aurore bascula la tête en arrière de frustration en poussant le livre devant elle. Les recherches bibliographiques pour retrouver l'ouvrage maudit « Contes et légendes de Trunculo » s'enlissaient et des piles de livres s'étalaient déjà autour des 2 agents spéciaux. Ah non, pitié, ne commence pas à me raconter tout ce que tu fais dans ce truc. Pour autant, Étienne devait bien admettre qu'il se faisait, comme on disait dans le jargon, impérialement chier. Il avait commencé par feuilleter avec un minimum d'implication avant de se retrouver perdu au milieu de noms improbables, de légendes bizarres, de lieux imaginaires et autres folklores comprenant des démons et entités toutes plus saugrenues et cryptiques les unes que les autres. Il finit par soupirer en fermant un livre de plus. Et qu'est-ce que je fous là en plus? J'ai aucune qualification pour... Il plissa les yeux, réalisant qu'il avait été une nouvelle fois le dindon de la farce. Tu m'as dit que le docteur Beaumont voulait que je vienne pour t'aider? Pas croyable. Sans attendre de confirmation de ses soupçons, il se redressa. Bon, on n'arrivera à rien là-dedans. Même si on trouvait des traces de ce bouquin, les sources sont hasardeuses au mieux, fantaisistes au pire. Faut qu'on reparte sur du concret, qu'on retrouve la trace de ce type. Super. Et moi qui étais justement en train de me farcir l'organigramme du grand canad de Champagne. Bon, on a un nom et un village. Eudes d'Espergy-les-Monts. On fait quoi? On va sur place et on demande si quelqu'un le connaît? Franchement, le plus raisonnable serait de consulter des archives sur sa famille avant... Aurore fit cogner son front sur la table devant elle. Oh, boring. Elle se redressa et passa la main dans sa masse de cheveux blonds. Je vais chercher des cafés. Genre, beaucoup de café. Tu veux pas un whisky avant? Une fois seul, Étienne s'étira en bâillant. Il doutait que dans la bibliothèque de la Légion étrange se trouvaient des registres familiaux, mais il y avait peut-être des informations sur le village en question. Peut-être y avait-il eu d'autres événements anormaux depuis qui donneraient des idées sur la localisation de ce foutu bouquin. Même si le vétéran en doutait, ce Eudes n'avait pas eu l'air de vouloir se servir de l'artefact. À tout hasard, il essaiera de chercher des livres traitant sur l'anormalité dans l'histoire francienne, essayant de vérifier si des événements étranges avaient pris place dans la région il y a un siècle de cela. Compulsant les registres avec Aurore, qui revient avec plusieurs cafés, les 2 agents mirent plusieurs heures à retrouver enfin une piste. Le village d'Espergy-les-Monts a été abandonné il y a de cela une 20aine d'années à cause de l'exode rural. Le dernier habitant du village, un certain Eudes Lelouch, a été arrêté par la Légion étrange et interrogé dans une affaire classifiée nommée l'affaire des gens des astres. Dans le seul rapport non caviardé, Eudes y est décrit comme un vieil ermite à moitié fou qui affirmait avoir été enlevé par des cinquistes du Sud dans leur soucoupe volante. Étienne fit la moue. On avait vu piste plus enthousiasmante. Bon, au moins, il a le même prénom que notre homme. Ça existe ça, les cinquistes du Sud? Ou bien c'est encore un délire? Aurore se massa les tempes. Ça existe. C'est une organisation religieuse secrète qui posséderait des relations dans toute l'industrie du divertissement. Il aurait une base en Antarctique aussi, mais personne n'a jamais pu passer les 60e déferlants pour vérifier. Eh ben, peut-être que c'est pas si fou que ça alors. Bon, la partie sur les soucoupes volantes n'est pas très encourageante, mais si le type arrive à sortir le nom d'un culte très secret, eh ben c'est qu'il a eu affaire à eux d'une manière ou d'une autre. On devrait aller le rencontrer. La paranthrope se gratta la joue. Ça me rappelle aussi cette histoire avec des teutons en hyperborée en soucoupe volante.
Enfin, je dis ça... C'était avant que le Kaiser ne fricote avec l'une des filles de l'empereur. Elle s'étira, faisant craquer sa nuque. Aurore se mit à jouer avec son pistolet, faisant entrer et sortir son chargeur garni de munitions de calibre 454 trempées en argent macédonien. Bon, prêt pour parler à un vieux zinzin dans un hospice pour foldingo? Étienne lâchera un léger bâillement après avoir fini sa tasse de café. Ouais, c'est moi ou c'est pas top action l'émission en ce moment? Aurore se gratta le bout du nez. Le dis pas trop vite. C'est comme ça qu'on se retrouve à combattre une horreur eldrichtienne dans un hôpital psychiatrique désaffecté. Eldritch quoi? Non, c'est bon, je veux pas savoir. On peut quand même assumer que les chances que ce vieux soit autre chose qu'un vieux zazin sont relativement faibles, mais bon. Si c'est vraiment autre chose, tu le sentirais, non? J'imagine que les horreurs truc-muches ont des relents de normalité. Normalement, oui. Ne t'en fais pas, amore mio. Je ferai des gros yeux pour te le signaler discrètement. Quelque temps plus tard, dans la campagne francienne, à quelques heures de Lutèce. Eh ben, c'est gai. Le sanatorium de Blois avait tout du complexe hospitalier déprimant. Grands ensembles blancs, salles dédiées autrefois au traitement de la tuberculose, le bâtiment possédait d'épais barreaux aux fenêtres et des gardes armés à sa porte. Utilisé par la Légion étrange pour y soigner des agents devenus fous ou des prisonniers considérés comme mentalement dérangés, on racontait tout et n'importe quoi sur les pensionnaires qui finissaient là-dedans. Et Étienne avait connu des collègues qui, après avoir violemment perdu la raison, s'étaient vus offrir une tenue de soirée modèle camisole. Les légendes urbaines de la Légion étrange parlaient de patients fous furieux, voyant esprits malfaisants, de lunatiques s'imaginant dans des réalités alternatives, des démons adeptes de l'automutilation comme dernier moyen de communication, mais il y avait des rumeurs concernant des cas plus exotiques. Des suicidaires incapables de mourir, des personnes ne se nourrissant que de carton et qui, inexplicablement, se portaient physiquement bien. Étienne avait toujours préféré croire que ce n'était que des rumeurs, mais il n'avait jamais vraiment eu envie de vérifier. Si je deviens fou un jour, tue-moi plutôt que de me laisser choisir une chambre là-dedans. Glissa-t-il sombrement. Oh, retourne-moi la faveur. Par pitié. Après avoir présenté leur accréditation, les deux agents furent conduits à travers des couloirs au carrelage blanc vers une chambre capitonnée. Sur le trajet, ils purent entendre des hurlements dans les cellules, croiser des infirmiers en blouse maculée de sang ou d'excréments et encore plus de gardes, ceux-là équipés comme des porte-avions à l'allure patibulaire. Étienne suivit Aurore en évitant de regarder de trop près autre chose que le sol. Il ne voulait pas voir la misère humaine dans son état le plus chaotique et ne voulait pas reconnaître d'anciens copains, préférant préserver les souvenirs qu'il en avait. Un factionnaire ouvrit la cellule chambre abritant Eudes. Ce dernier, un vieux monsieur d'environ 90 ans, observait le mur d'un air maussade. Les cheveux rasés pour éviter les poux, vêtu d'un pyjama bleu pâle, il avait l'air d'un fantôme. Étienne pinça les lèvres. Pauvre grand-père, à quoi avait dû rimer son existence ces dernières années? Ce n'était pas une vie. Il toussotera, un brin hésitant, incertain de savoir si l'autre pouvait seulement l'entendre ou le comprendre. Bonjour monsieur, nous sommes des agents de la Légion étrange et nous aurions quelques questions à vous poser. Ça ne vous embête pas? L'homme tourna lentement son regard vers Étienne et lui sourit doucement. Aurore s'assit sur l'unique chaise présente dans la pièce, scellée au sol. « C'est le grand Khan qui vous envoie ?» Le vétéran secoua négativement la tête, renvoyant un sourire réconfortant vers le vieil homme. Il n'avait pas l'air hostile au moins. Voyant qu'Aurore avait ravi d'autorité la seule chaise disponible, il s'approchera d'Eudes directement. Non, pas du tout. Nous sommes là de notre propre initiative. Nous sommes à la recherche de quelque chose de dangereux qu'il vaut mieux protéger. Nous pensons que cette chose a été ramenée dans votre village. Vous vous rappelez de votre village? Le petit vieux hocha la tête avec vigueur cette fois. Je me souviens de la petite Ginette. Elle était toujours gentille avec moi, Ginette. Aurore se mordit la lèvre. C'était un bien beau village, avant que les gens ne partent pour la ville. Étienne lancera un regard désapprobateur vers Aurore avant de revenir sur le nonagénaire. Eh oui, c'est souvent comme ça malheureusement. Je sais que ça va vous paraître bizarre et sans doute lointain, mais est-ce que vous vous souviendrez d'un livre par hasard? Pas n'importe lequel, le livre. Qu'il ne faudrait surtout pas lire, mais alors surtout pas. Un objet que quelqu'un aurait bien pris soin de ne jamais montrer à personne.
Le petit vieux regarda Étienne avec de gros yeux. Non, non. Il s'agita et se précipita dans un angle de la pièce en battant des pieds en arrière. Étienne se redressa en levant les mains en signe d'apaisement. Évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. Mais la réaction du vieil homme était en un sens encourageante. Il savait quelque chose. Du calme, monsieur. Personne ne vient vous chercher. Et nous voulons aucun mal. Alors qui aurait des raisons de vous menacer ici? Celui qui les a tous pendus. Je l'ai vu. L'ambassadeur au masque d'ivoire. Il viendra pour moi. Il viendra me pendre comme les autres. Aurore regarda Étienne et murmura en faisant craquer ses doigts. Bon. Tu veux que je le calme? Étienne fera un signe de tête négatif vers sa binôme. Je préférerais éviter de donner des vraies raisons à ce type de paniquer. S'il devient dangereux ou s'il se fait du mal, interviens. Mais là, laisse-le s'exprimer. Je crois qu'on peut apprendre des choses. Ça lui fera peut-être du bien. Il se tournera ensuite vers Eudes, reprenant calmement. Personne ne vient pour vous, monsieur. Vous êtes en sécurité ici. On en a vu ceux qui se sont pendus là. Étienne marquera une brève pause. Si Eudes savait pour les pendus, alors c'était bien le même Eudes qui avait récupéré le livre. Il déglutira. On a vu ce qui s'était passé, nous aussi. Et c'est justement pour éviter que ça se reproduise qu'on a besoin de votre aide. Eudes commença à se balancer d'avant en arrière. Ce livre vient d'un monde extérieur. Il apporte sur nous le malheur. Il ne doit pas être retrouvé. Jamais, jamais. Étienne se risqua à poser une main compatissante sur l'épaule du vieil homme, dans l'idée de le réconforter, mais aussi de calmer son balancement qui le mettait mal à l'aise. Justement, nous sommes là pour le détruire, pour nous assurer que personne ne le retrouve jamais. Il y a quelque temps, l'accès aux ruines où le drame s'est produit s'est à nouveau ouvert, et je pense que si nous, on a pu savoir des choses sur ce livre, d'autres moins bien intentionnés le pourraient également. S'il vous plaît, il faut nous aider. Le vieil homme regarda Étienne d'un air apeuré, puis, d'un coup, rejeta sa main d'un mouvement brusque. « Mais qui me dit que vous n'êtes pas là pour cela? Tuez-moi plutôt, comme ça le secret disparaîtra avec moi. » J'ai essayé, quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas eu le courage. Le roi pendu viendra chercher mon âme et mes secrets. Étienne grimacera. Tuer ce pauvre vieux était une option qui le rebutait moralement parlant, mais il fallait bien admettre que c'eût été lui rendre une faveur vu l'endroit dans lequel il était. Je peux pas vous tuer, déjà parce que je me suis engagé pour protéger les autres, pas pour les descendre. Ensuite, si je vous tue, le secret disparaîtra, certes, mais pour un temps. Les thaumaturges ou les entités anormales ont des moyens que nous n'avons pas. La divination, la détection par la magie. Si quelqu'un de ce type se met à activement rechercher cet objet, il finira par le trouver. Caché ou non, vous pouvez en être sûr. Et en vérité, je comprends qu'on vous paraisse suspect, surtout ma collègue avec sa tête de dingue. Mais si vraiment on voulait ce bouquin pour notre usage, on viendrait pas vous interroger officiellement, au risque de laisser des traces. Je comprends votre méfiance malgré tout. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour vous garantir que nos intentions sont pas si mauvaises que ça? Eudes sembla hésiter. Visiblement, il n'avait pas réfléchi à la question. J'aimerais sortir d'ici, revoir l'extérieur. Vous feriez ça pour moi? Pas longtemps. Juste une balade dehors. Le vétéran avisera Aurore du regard. Ouais, on vous accordera bien ça. Enfin, j'imagine. Si vous pouvez encore marcher. Étienne réalisa que ce pauvre Eudes n'avait même pas le droit de sortir, alors qu'il avait pourtant l'air relativement sain d'esprit, vu les autres cas qu'il avait entendus. Il ajoutera vers Aurore, d'une voix plus basse. « Tu veux bien rester avec lui le temps que j'aille demander ça? J'ai peur qu'il fasse une connerie. » La paranthrope inclina la tête, regardant Eudes, comme s'il s'agissait d'une sorte d'enfant handicapé dont il fallait s'occuper. « Vas-y, mais dépêche-toi. Il y a quelque chose de bizarre chez lui. Il me fait froid dans le dos. » Il a passé je sais pas combien d'années sans sortir d'ici. Évidemment qu'il a quelque chose de bizarre, mais... Tu veux dire quelque chose de bizarre? Aurore écarquilla ses grands yeux bleus en retour. Quelque chose de bizarre... du cul. Eudes reprit sa position d'attente, le visage fixé vers le mur. De sa gorge commença à monter ce qui ressemblait à un chant diphonique mongol. Bizarre du cul. Selon la terminologie d'Aurore et sa traduction approximative, ce ne devait pas être très bon. Et ça ne devait pas être très prudent non plus de faire sortir quelque chose de bizarre du cul. Mais c'était le seul moyen d'en savoir plus. Mieux valait quand même prendre quelques précautions pour cette balade, songea Étienne.
Pigé. Il sortira alors de la pièce, revenant à l'accueil pour demander à voir un des responsables de l'asile. Il se retrouva quelques minutes plus tard devant le docteur Philippe Cacheton, responsable du site. Ce dernier portait bien son nom de famille. Il avait le teint grisâtre de quelqu'un qui dort peu, des lunettes à écailles et une calvitie naissante. Étienne se mordit la lèvre inférieure en apprenant le nom du docteur et souffrira encore bien davantage en prenant la parole. Docteur Cacheton, j'aurais besoin de quelques renseignements au sujet du patient Eudes d'Espergil-et-Monf. Il souffre manifestement de délire paranoïaque et nous aurions besoin de le faire prendre un peu l'air pour aider notre interrogatoire. Cependant, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de danger dans une telle procédure. Pourquoi est-il ici ? L'homme tenta de renifler, le nez bouché. Troubles cognitifs graves et progressifs, une dissociation, une dépersonnalisation, une déréalisation et une amnésie rétrograde et antérograde. Le reste de son dossier est caviardé par ordre du département de pataphysique de la Légion étrange. C'est notre plus ancien patient. Il était là avant que mon prédécesseur ne soit en poste. Fit Étienne en s'appliquant à faire semblant d'avoir compris la moitié des termes que Cacheton, c'était vraiment son nom bordel, avait employé. Cela dit, si le département pataphysique avait eu son mot à dire dans son dossier, il y avait effectivement quelque chose d'anormal là-dessous. Ah ouais. Ah, je vois. Enfin non, du coup. Mais je vois que je vois pas. Enfin bon, bref. On a juste besoin de lui faire prendre un peu l'air pour l'aider un peu à parler. C'est notre seule piste pour notre affaire. C'est juste l'affaire d'un quart d'heure, sous haute surveillance. Et ensuite, on roulera. Bon, ça serait possible ou pas ? Ce devrait être possible. Il fouilla dans ses affaires et revint avec un collier et un interrupteur. Tenez, accrochez cela à son poignet. En cas de crise, il suffira de le taser. La décharge Tesla devrait le neutraliser un moment. Il ne devrait pas être violent, mais il peut se blesser en tombant. Le vétéran avisa le collier comme un serpent prêt à mordre. Anormal ou pas, ça restait un petit vieux, et l'idée de mettre une décharge Tesla à un ancien dérangeait profondément Étienne. Il espérait que la situation ne l'y pousserait pas. Se retenant de faire une remarque sur la différence qu'il y avait entre lui et le docteur sur la notion de haute sécurité, il prendra toutefois l'attirail en remerciant le fonctionnaire brièvement. Merci, docteur Cacheton. Il étira un sourire, un peu bête sur ces derniers mots, persuadé que même un mauvais dessinateur de bande dessinée n'aurait pas osé nommer un de ses personnages ainsi, avant de retourner à la chambre d'Eudes. Quand Étienne en passa le seuil, il tomba sur Aurore plaquée contre le mur. Ne fais pas de gestes brusques. La paranthrope, respirant lentement, leva la tête pour indiquer à Étienne ce qu'elle voyait. De l'autre côté de la chambre, Eudes, accroché au plafond, la tête retournée à 180 degrés, les observait en agrippant ses ongles dans le cuir capitonné, de la mousse blanche s'échapper de ses lèvres. Étienne se figea en apercevant Eudes, ou ce qui s'apparentait à lui. Des troubles de la personnalité, et peut-être aussi, accessoirement, une tendance à être possédé. N'osant pas faire un geste, il restera bloqué dans la position dans laquelle il avait trouvé la scène, le bras mollement pendu sur la poignée de la porte, avant de doucement se reculer contre cette dernière en imitant Aurore. Il resta silencieux, sans oser détacher ses yeux du vieil homme, s'attendant à se faire vomir dessus ou attaquer d'un instant à l'autre. Cet instant de flottement lui permit de réfléchir à la situation. Eudes n'avait pas attaqué Aurore, il s'était juste transformé. En quoi ? C'était à débattre, mais pas nécessairement en quelque chose d'hostile. Le problème restait à définir ce quelque chose. Il murmurera vers Aurore. « Aurore, tu m'expliques ? C'est quoi ça ? » On appelle ça un façonneur de chair. Eudes a dû être infecté il y a longtemps. Et des mots-clés l'ont réveillé. Elle se tourna lentement, son arme à la main. L'avantage, c'est qu'il est complètement teubé. Le problème, c'est que si je le dessoude, on perd aussi le vieux. Un mot-clé ? Étienne tâchera de se souvenir de ce qu'il avait dit au pauvre homme. Mais il n'avait pas souvenir d'avoir employé un mot ou une phrase bien spécifique. Il avait pris justement soin de ne pas mentionner le nom du bouquin ou de n'importe quel autre pseudo-démon. Bizarre, mais l'explication devra attendre. Il y avait un problème plus urgent dans l'air. Ou au plafond, pour être plus exact. Il ne faut pas le tuer. Non seulement pour les informations,
Mais aussi car Eudes n'était qu'une victime de son état. Étienne s'était engagé pour protéger, non assassiner. Il l'aurait sans doute expliqué à Aurore si ce machin n'était pas aussi proche. Si ce mot peut le transformer, alors un autre mot peut le détransformer. Peut-être. Ce n'est pas une anormalité naturelle. On lui a refilé cette merde à dessein. Eudes s'approcha, se laissant pendre du plafond, son tronc tournant sur lui-même dans un craquement. Ses coudes s'orientaient dans le sens inverse, lui donnant l'air d'une araignée écrasée. Aurore se crispa, faisant coulisser la glissière de son pistolet en arrière. Trouve vite avant qu'il me saute dessus et que je lui en loge une dans la tronche. Étienne se retiendra de signaler que le dictionnaire contenait un sacré paquet de mots et qu'il aurait du mal à tous les débiter à la minute. Voyant Eudes tomber du plafond, il se mit à réfléchir au plus vite. Celui qui l'avait transformé aurait pu choisir n'importe quel mot dans l'univers et pas uniquement du francien. Cependant, il se souvenait de l'inclinaison qu'avait eue Eudes pour cette Ginette, spontanément. Même si ce n'était sans doute pas le bon mot, peut-être que cela toucherait l'humain derrière ce truc. Il lèvera donc les mains de la même manière apaisante qu'il l'avait fait plus tôt, sauf que cette fois, Étienne était le plus terrorisé des deux, avant de s'adresser au façonneur de chair. Hé, Ginette, vous vous rappelez de Ginette? Le façonneur s'arrêta, observant Étienne et poussant un râle. Ginette. Eudes s'étala au sol, se roulant en boule comme un cloporte que l'on viendrait d'écraser avec un journal. Étienne resta figé quelques instants en fixant Eudes d'un air mal assuré, sans trop savoir s'il avait réussi ou si le façonneur de chair était en plein épisode nostalgique. Ouais, elle était gentille, hein, la Ginette. Il se risqua alors à se pencher sur la créature, essayant d'avoir une meilleure idée de son état, tandis qu'il avisait Aurore d'un regard indécis, n'osant pas prendre la parole à haute voix. Aurore resta silencieuse, visiblement concentrée. Elle fit un signe de tête vers Étienne, l'incitant à continuer. Eudes se mit à se tortiller au sol, comme un ver sorti du sable. Étienne vit à son visage, il tentait de dire quelque chose. Allez, nom de Dieu, je sais que vous êtes encore là, grand-père. Concentrez-vous sur vos souvenirs, sur ce qui est à vous. Ginette, elle était comment? Et votre village, les monts? Vous y viviez depuis longtemps? Vous aviez de la famille? L'homme bafouilla, incapable de répondre, bavant et feulant au sol, se tordant de douleur. Date. Eudes s'arrêta aussi sec. Sa voix faible résonna. « Avec le sang des hommes vaincus, payons celui du roi pendu. » Se recroquevillant sur le sol, le vieil homme se mit à pleurer doucement, tout en reprenant sa corpulence habituelle. Incrédule mais rassuré quant au fait que Eudes s'était visiblement calmé, Étienne jettera un bref regard perplexe vers Aurore, n'ayant manifestement pas tout compris de leur échange. Mais il lui posera la question plus tard. Pour l'heure, il se pencha vers le vieil homme d'un air soucieux. Là, ça va. Vous vous sentez mieux? Eudes reprit conscience et consistance, attrapant sa couverture pour se réchauffer. Oui. J'ai encore fait une crise. Un peu, oui. Vous étiez présent quand l'envoyé du roi pendu est arrivé, n'est-ce pas? Vous y avez participé? J'étais jeune, influençable, un métèque qui voulait sa place au sein du DAT. Étienne suivra la conversation, butant sur le « encore ». Cet enfoiré de cacheton était donc bel et bien au courant, et il l'envoyait sortir avec un misérable collier. Il reprendra avec plus de sollicitude. Tout le monde a été influencé là-bas, ils ont perdu la tête, vous y êtes pour rien. Mais vous avez survécu à tout ça? Comment? Je me suis enfui. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas cherché à les aider. J'ai volé le livre. Quelque chose m'a poussé à le faire. Une force qui m'a imposé de le faire. J'ai couru à me fendre les pieds de douleur. Et ensuite, qu'avez-vous fait du livre? Je l'ai vu. J'ai parcouru ces pages, saignant à chaque page, mais sans arriver à me détacher. Ce livre est un livre qui tue. Aurore souffla très fortement du nez. Très bien, Jorge de Burgos, on a compris.
Mais tu l'as foutu où, ton putain de bouquin? L'homme trembla. Je ne sais plus. Je me souviens d'un homme. Il avait un saphir sur une bague, au bout du doigt. Étienne avisera Aurore d'une moue perplexe, surpris non seulement qu'elle fasse ce genre de référence, mais encore plus qu'il ait pu la saisir. Il reviendra ensuite sur le petit vieux tremblotant. Si le livre n'était plus caché, c'était une catastrophe. Mais quiconque le possédait actuellement, il n'avait pas l'air de vouloir s'en servir. À moins qu'il ne le pouvait pas. Pas encore. Concentrez-vous, c'est important. Qui est cet homme? C'est lui qui vous a infecté? Non, c'est le livre. Il s'appelait... Eudes se prit la tête dans les mains, frappé d'une vive douleur. Il s'appelait... Aurore croisa les bras et ferma ses yeux humains avant d'ouvrir ses autres appendices oculaires. Michel Saemons. Oui. Étienne dévisagera Aurore, les poings sur les hanches. Mais comment tu sais tout ça à la fin? Ah, c'était bien la peine de venir l'interroger, hein. Elle tourna les 3 yeux de sa joue droite vers Étienne. Je viens de lire dans ses pensées, Célé. Il y avait bien un blocage mémoriel. Ça fait 20 minutes que j'essaye de virer le verrou mémétique de son esprit. Le vétéran resta la bouche mollement ouverte quelques secondes. Comment ça, lire dans les pensées? Depuis quand est-ce qu'elle pouvait faire ça? Il allait devoir faire attention à... Ah oui, bien sûr. Et désolé de ne pas avoir spontanément pensé à cette solution parfaitement logique et sensée. Bon, alors, c'est qui, Michel Machin? Où est-ce qu'il vivait? Aurore reprit son visage humain alors que Eudes s'allongeait en grelottant sous sa couverture. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je dois maintenir un contact avec le sujet, et ça marche pas à tous les coups. Ni sur les esprits faibles. Enfin, je vais pas perdre mon temps à te l'expliquer non plus. C'est compliqué. Elle poussa un soupir, commençant à faire les 100 pas. Mais pour répondre à ta question, aucune idée. C'est comme ça qu'il s'est présenté à Eudes. C'est un homme d'une 50aine d'années, avec un gros caillou bleu au doigt. Il lui a donné une carte de visite. Il semble être membre d'une organisation nommée Saphir. Une sorte de représentant de commerce. Saphir? Mais ça je connais, ce sont des terroristes. Enfin, ils terrorisent pas le sol francien, mais ils travaillent à l'étranger. C'est la société athée pour la halte de l'idéologie religieuse. Autant dire qu'ils trouvent pas beaucoup de clients par chez nous. Cela dit, si des malades ont un livre tueur entre les mains, ils peuvent faire n'importe quoi avec. C'est le genre de type qui n'hésiterait pas à s'en servir. Tu peux voir de quand date la transaction? Je peux essayer, mais ça risque de le tuer. C'est pas récent. Fouiller dans sa mémoire à long terme va le traumatiser. J'en ai honnêtement pas grand-chose à foutre, mais je sais que ça ne se fait pas et que ça va te faire râler et gna gna gna. Et que tu vas encore bouder et croire que je suis une mauvaise personne. Une mauvaise personne ferait ça, oui. Laisse tomber, de toute façon, la date ne servira pas. Je voulais juste savoir si c'était récent ou non. Si c'était récent, ça pouvait signifier que Saphir pouvait encore se servir du livre. Là, c'est ancien. Trop ancien. Ce pauvre vieux ne saura pas grand-chose de plus pour nous aider. On a tiré tout ce qu'il y avait à en tirer. Aurore rangea son arme et se frotta les mains, se regardant les ongles avant de se retirer un morceau de cuticule avec les dents. Tu veux que je lui fasse oublier notre passage? Étienne avisera Eudes blotti dans son lit. Il n'était pas sûr qu'il garde un bon souvenir de leur visite, mais bon, c'était toujours mieux que son quotidien. Et puis, il n'aimait pas trop ces histoires d'intrusion mentale. Ah, pas besoin, on lui a rien fait qu'il ne se souvienne pas déjà. Par contre, j'aurais 2 ou 3 choses à dire au docteur Cacheton. Et oui, c'est son vrai nom. Aurore éclata de rire, se tenant les côtes avant d'essuyer une larme. C'est son vrai nom! Ouais, il a la gueule de l'emploi, un sacré comique, qui a plus ou moins oublié de me dire que le type qu'on interrogeait était susceptible de nous bouffer. Quel salopard. Aurore souffla plusieurs fois pour calmer son hilarité. En même temps, il doit y en avoir des pires autour de nous. Hein. En soi, un façonnaire de chair, c'est pas si dangereux que ça. Non, bien sûr, tu avais l'air d'être très rassuré quand je suis rentré tout à l'heure, hein.
Alors, j'ai affronté pire, hein. J'aurais pu le dézinguer sans trop de problèmes. Mais j'aime pas les façonneurs. Ça me... Comment on dit? Cringe. On ne dit pas ça en francien. Quoi, t'as la phobie de ces trucs? C'est pas de la phobie, ça me fait pas peur. Ça me rend mal. Ça me gêne. Enfin, c'est dégueu, quoi. Bon, on sort d'ici? Le vétéran lèvera les bras, abdiquant. D'accord, ça ne te fait pas peur. Ouais, le temps de mettre une droite à l'autre con et on peut faire notre rapport. Quelques minutes plus tard, le docteur Cacheton fit entrer Étienne et Aurore dans un bureau d'un... oui, un peu méprisant, visiblement occupé à lire une plaquette. Fidèle à sa parole, Étienne s'approchera du docteur pour lui coller une bonne mandale dans la figure. Outre le fait qu'il n'avait que moyennement apprécié être jeté sans avertissement face à un façonneur de chair, il aimait à se dire que dans cette patate, il y avait mis un peu de la part d'Eudes pour ses conditions de détention. Le médecin se tient la joue avec incrédulité. « Mais enfin, vous êtes fou !» Saisissant le docteur par le col, Étienne le secoura sans ménagement. Vous nous avez jeté avec un façonneur de chair, espèce de malade. Il y avait comme seul putain d'outil un collier. Imaginez qu'on soit sorti avec. Ce truc se serait échappé après nous avoir bouffé. C'est vous qu'il faudrait interner. Mais lâchez-moi! Comment je pouvais savoir? Ça fait des années qu'il n'a pas fait de crise. Il suffisait de lui mettre un coup de taser pour le calmer. Lâchant l'homme d'une grimace courroucée, Étienne rajoutera sèchement. Mon rapport fera état de votre définition de ce qu'est la haute sécurité. Celle de vos patients et celle de vos visiteurs, espèce de sac à merde. L'homme se massa la joue. Allez-vous-en avant que j'appelle la sécurité. Aurore mit la main sur l'épaule d'Étienne. Allez, viens. J'en ai marre de cet endroit. Plus tard, dans la vapomobile, Aurore se pencha vers Étienne. Bon. Retour aux archives d'enfer? Ou tu préfères qu'on fasse un rapport avant de lâcher l'affaire? L'idée de retourner aux archives n'enchantait guère Étienne. Aussi, lâchera-t-il un bref soupir las. On devrait y retourner. Ils ont peut-être des infos sur ce Michel. Mais de manière plus concrète, ils doivent pouvoir nous fournir plus de renseignements sur Saphir. De retour à Lutèce, Aurore et Étienne se firent effectivement briefer par des spécialistes de la Légion étrange. Saphir est un groupe d'athées assertoriques extrémistes largement implanté en Europe. Ses adhérents sont pour la plupart membres du milieu scientifique appartenant à un réseau international difficile à cerner. Ceux-ci voient dans la thaumaturgie et ses reliques d'aspect, qu'ils appellent des singularités, une menace envers la pensée scientifique et le rationalisme, ainsi qu'un encouragement à la superstition et à l'obscurantisme religieux. Leur politique alterne entre la destruction systématique des objets anormaux ou leur usage afin de commettre des attentats contre les religions, globales ou ciblées, dont les premières victimes sont souvent des civils. Michel Simons fait bien partie des membres connus de l'organisation et il est actuellement un lobbyiste influent d'un think tank nommé Zététique de l'irréel, rationalisme cartésien et obstruction à la naïveté, le Zircon. Il opérait, selon le dossier, depuis la cité légataire de Visby au Kalmar. Ancien diplomate francien reconverti dans le privé, son casier judiciaire en Francie était vierge, mais il avait été arrêté en Asturie il y a de cela 2 ans pour blasphème avant d'être extradé manu militari. Non seulement ces types étaient obsédés par l'athéisme, songea Étienne, mais aussi avait-il un drôle de fétiche pour les acronymes. Il fera la moue en découvrant la localisation de leur cible. Aurore se pencha en avant, l'œil pétillant. « Ah, chouette! Il est à Visby. Ne me dis pas que t'as jamais eu envie d'y aller. Visby, la cité des rêves. » Oh oui, c'est génial, ça va considérablement nous compliquer la vie en fait. On ne connaît pas les lieux, les services locaux ne vont sans doute pas coopérer avec nous, donc il va falloir marcher sur des œufs. Au moindre problème, on risque la crise diplomatique. Il y a 50 ambassades là-bas, ce qui fait qu'il peut avoir des contacts avec potentiellement n'importe qui, et on ne peut se fier à personne. Et si quelqu'un te regarde un peu trop scrupuleusement, on est mort. Et je maintiens, hein. Et merde. La paranthrope esquissa un sourire torve. Allons, allons. Je vais enfin pouvoir enfiler un vison. Tu sais depuis combien de temps je rêve de mettre mon vison pour une grande occasion. Ça va bien se passer. Les services kalmariens ont la réputation d'être mous du genou en plus. Étienne croisera les bras, sceptique. Et tu crois vraiment que les huiles de la Légion vont te laisser quitter le territoire comme ça? Ils ont mes Valkyries chéries en otage. Et je ne vais pas partir sans elles.
Après tout le mal que je me suis donné à les ramener depuis tant de pas. Et puis, tu seras là pour m'empêcher de me faire la malle, non? Tu sers à ça à la base, avant d'être mon seul et unique ami humain dans ce bas monde de brutes. Étienne froncera les sourcils encore plus sceptique. Arrête ça, commence pas à essayer de me prendre par les sentiments. Déjà, y a Pamplemousse. Pour avoir accepté de porter ce sobriquet, tu peux au moins le considérer comme un ami. Ensuite, mais avec qu'il y en a d'autres qui te feront des faveurs, et pas seulement amicales d'ailleurs. Hein. Et puis bon, si tu veux te barrer, je vois pas pourquoi je suis censé t'en empêcher. Ce qui veut dire que si tu le fais, ben ça va me retomber dessus, mais bon. Au pire, ils me viront, hein, c'est pas plus mal. D'accord, alors allons à Visby. Après tout, tu es ma seule et unique amie paranthrope. Il lèvera ensuite l'index. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Aurore croisera les bras à son tour. Déjà, laisse Rosé en dehors de tout ça. Et ça veut dire quoi, tes insinuations à la con? Parce que je suis une simili-femme moderne, je n'ai pas le droit d'avoir des relations? Je fais encore bien ce que je veux de mon... Ah, ça je le savais. Expirera Étienne d'un air triomphant. Tu fais bien ce que tu veux sur ton temps libre, mais tu me feras pas croire que tu dis à tes conquêtes que la femme avec qui ils ont couché n'est pas une femme. D'ailleurs, je trouve ça assez limite. En fait non, c'est complètement limite. Et avant que tu montes sur tes grands chevaux comme quoi tu es une paranthrope, c'est pas pour ça. Enfin, si, mais c'est pas comme tu penses que ça l'est. Si demain je couche avec un ours déguisé en femme, je le vivrais mal, si j'apprenais la vérité. Et j'ai rien contre les ours en plus, c'est très mignon, c'est juste... c'est pas fait pour coucher avec les humains. Ce que tu fais, c'est carrément horrible. Pour tes partenaires, moralement parlant. Sans parler de toutes les maladies qu'ils peuvent choper, je suis pas sûr que nos organismes soient faits pour... Enfin, t'as compris quoi. Aurore leva le menton, se raclant la gorge, de colère et d'orgueil. Et on se demande après pourquoi les ours ont quasiment disparu. Les maladies qu'ils peuvent choper? Non mais sérieusement. Comme si j'étais faite d'acoulottes grouillants qui n'attendent qu'un corps chaud et fertile d'humain pour me reproduire. Je suis parfaitement capable de pas infecter qui que ce soit. Mais non, je suis sale parce que je suis paranthrope. Le vétéran roulera des yeux. Et voilà, j'étais sûr que tu allais te vexer. Écoute, quand tu baises un ours, tu chopes des maladies, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste que c'est deux corps qui sont pas naturellement compatibles, et je te signale que je sais à quoi tu ressembles à l'intérieur. Enfin, quand je dis ça, je veux... Enfin bon, merde, c'est pas le problème de l'hygiène en fait tout ça. Ce que tu fais, c'est pas moral, c'est ça, tu outrepasses leur consentement dans l'histoire. C'est ça le vrai problème. Une foule d'émotions passa sur le visage d'Aurore. De la haine d'abord, du dégoût, puis de la tristesse. Elle ferma les yeux, retenant visiblement une larme. Tu me compares à un animal avec lequel il serait dégradant d'être intime. Je suis pas vexée. Je suis blessée, Étienne. Et figure-toi que devoir cacher qui tu es comme un honteux secret n'a rien d'agréable si j'avais la putain de garantie de pouvoir être honnête. Elle dégaina son arme et pointa le canon sur sa tempe, tirant le chien en arrière avant de presser la queue de détente. Clic. Sans me prendre une balle dans la tête, sans finir disséquée dans un labo ou encore sans me voir ôter toute forme de liberté pour être utilisée comme une arme de destruction massive. Crois-moi que... Elle se leva en claudiquant légèrement. Allez, c'est bon. Merde. J'ai besoin d'un verre. On se retrouve dans le dirigeable pour fucking Visby. Oh. Mais qu'est-ce que t'essayes de faire là avec ton flingue? Qu'est-ce que tu racontes? C'est tes partenaires qui sont victimes d'un préjudice pour que tu prennes du plaisir, et toi tu me sors la carte de la pauvre paranthrope victime de la société. Personne t'oblige à quoi que ce soit dans le fond, et surtout pas les humains qui sont pas au courant de ce que t'es, enfin bon. Merde, t'as tes Valkyries si tu veux être intime, c'est pas une absolue nécessité pour toi de flouer les gens, Tu réalises quand même que c'est dégueulasse de faire croire à quelqu'un que t'es humaine pour passer la nuit avec. De guerre lasse, il fera un geste expéditif de la main. C'est bon, va jouer la victime dans ton coin, et fais semblant de pas comprendre. De toute façon, je parle à un mur. Pour seule réponse, Aurore lui fit un doigt d'honneur sans se retourner. Hey, vous êtes encore là? Ça tombe bien. Je vous ai trouvé un podcast pour pouvoir patienter d'ici la suite de mes aventures avec Étienne. Chaque épisode vous transporte au cœur d'un récit avec une vraie attention portée à l'immersion sonore. Ça s'appelle La Conteuse de Sons. Et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors allez y jeter une oreille.